Salam à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast FICA. Ce podcast concerne les votations cantonales du 18 mai. Moi, c'est Medha et aujourd'hui, j'ai avec moi mon papa Maurice. Bienvenue. Merci Medha, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, le droit de vote, c'est un privilège en tant que citoyen et citoyenne genevois. C'est pour ça, ce soir, nous allons prendre le temps de vous expliquer un à un les sujets et puis de vous donner nos recommandations de vote. Alors, le premier objet, c'est l'initiative populaire 187, qu'on appelle aussi JV JPay. Alors, c'est quoi cette initiative exactement? Alors, cette initiative, elle veut changer la manière dont les impôts communaux sont répartis à Genève. Donc, actuellement, quand une personne vit dans une commune et travaille dans une autre commune, comme c'est mon cas, une partie de mes impôts va à la commune où je travaille et une partie va à la commune où j'habite. Et donc avec cette initiative, l'initiative 187, 100% des impôts iraient uniquement à la commune où j'habite. Et plus rien serait versé à la commune où je travaille. Ok. Et pourquoi certaines personnes seraient pour cette initiative? Parce qu'elles pensent que c'est plus juste. Elles disent que les communes doivent recevoir les impôts des gens qui y habitent, parce que c'est là, en fait, c'est ces communes-là qui offrent les écoles, les crèches, les parcs, bref, tous les services au quotidien pour ces personnes. Et quels seraient les arguments des personnes qui seraient contre cette initiative? En fait, les arguments contre, c'est que ce système-là créerait des grandes inégalités entre les communes. Il y a des communes qui sont riches, où les habitants sont de grosses fortunes, et eux, ils recevraient beaucoup d'argent. Mais des communes comme Vernier, Meyrin ou Lancy, qui ont beaucoup d'habitants modestes et moins d'entreprises, perdraient des millions. Et elle aurait du mal dès lors, ces communes-là auraient du mal à financer les services publics. Donc l'équilibre actuel serait brisé. Ok, et est-ce que du coup ça touche à des principes religieux, cette question? Alors oui, profondément, donc pas qu'en islam, mais dans l'ensemble des religions, y compris surtout les religions abrahamiques, la justice sociale est très importante. Et d'ailleurs, ce n'est pas que dans les religions, ça fait aussi partie des valeurs des sociétés démocratiques. Et donc, l'islam nous a appris qu'il faut protéger les plus vulnérables, que les riches doivent contribuer à soutenir les pauvres. Donc, il y a cette idée, ce concept de solidarité, si on peut dire. Et le prophète a aussi dit que le bien collectif passe devant l'intérêt individuel. Donc si une réforme rend les riches encore plus riches et affaiblit les pauvres, elle est moralement problématique. Ok. Et si j'ai bien compris, il y a aussi une alternative à cette initiative. Oui, alors c'est le contre-projet proposé par le Grand Conseil. Lui aussi prévoit que les impôts communaux seront payés dans la commune de domicile, mais avec un système clair de solidarité entre les communes. C'est une réforme qui prend le temps de corriger les injustices en concertation avec toutes les communes. D'ailleurs, toutes l'ont accepté, ce qui montre que c'est un compromis équilibré. Et qu'en dit l'islam à ce sujet? Donc, par rapport à l'islam, je dirais qu'il faudrait refuser donc toute initiative qui provoque des injustices. Et je recommanderais donc de voter non à l'initiative 187, car elle nuit à la solidarité, et de voter oui au contre-projet, parce qu'il respecte l'esprit de justice du Coran. Dans le Coran, il est dit Allah ordonne la justice et la bienfaisance. Ok. Et dans la situation où l'initiative et le contre-projet sont les deux acceptés, on choisirait lequel? Alors c'est une très bonne question, et d'ailleurs quand il y a un contre-projet, il y a toujours une question subsidiaire, donc en l'occurrence c'est l'objet numéro 3,
et donc qui nous demande de choisir justement si les deux, l'initiative et le contre-projet, sont acceptés, pour lequel on voterait. Et donc, dans notre cas, évidemment, pour l'objet numéro 3, on choisirait le contre-projet aussi. Merci, c'était très clair. Oui, je t'en prie. Du coup, on va directement passer à l'objet 4. C'est un sujet qui parle d'écologie et d'électricité. Et c'est l'initiative populaire pour une transition rapide vers le solaire à Genève. Oui, c'est un sujet très important et je suis ravi qu'on en parle ensemble parce que l'écologie, tout ce qui est énergie renouvelable, c'est aussi, ça vous concerne vous, les jeunes, c'est aussi votre avenir. Donc, qu'est-ce que tu peux nous expliquer sur cette initiative? Alors, l'initiative demande que tous les bâtiments qui sont bien adaptés à l'énergie solaire soient obligatoirement équipés de panneaux solaires photovoltaïques, c'est-à-dire des panneaux solaires qui produisent de l'électricité. Et puis, l'initiative donne aussi un délai, 2035 pour tout le monde, et même 2030 pour les gros consommateurs. Et elle veut aussi supprimer certaines procédures d'autorisation pour installer les panneaux solaires, pour accélérer et faciliter les installations de ces panneaux. Ok, bah, ça a l'air super. Mais du coup, pourquoi certaines personnes seraient contre? Oui, c'est vrai que l'intention est bonne, mais il y a plusieurs problèmes. Alors, premièrement, les délais sont très courts et rigides, donc ça pourrait poser des problèmes à certaines personnes. Il y a aussi, donc le deuxième point, c'est qu'il y a aussi des coûts importants pour les propriétaires. Il y a beaucoup de propriétaires en Suisse, avec le prix très élevé de l'immobilier, sont déjà très endettés avec leur hypothèque. Et même si l'initiative mentionne que l'État garantirait certains emprunts, ce n'est pas très clair comment cela fonctionnerait. Mais dans tous les cas, même prendre un emprunt supplémentaire, ce serait de s'endetter encore plus et pas tout le monde peut se le permettre. Et puis, elle impose des obligations même là où ce n'est pas toujours possible ou pertinent. Ce qu'il faut savoir par rapport à l'énergie solaire et l'électricité, c'est que, premièrement, c'est qu'on n'a pas de moyens très efficaces pour le stockage. On n'a que les batteries. Et toute personne qui utilise son téléphone mobile, il sait très bien qu'une batterie, au bout de 3-4 ans, elle perd en performance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour nous qui vivons en Europe, qui reste quand même des pays avec des hivers qui sont relativement froids et où il y a peu de soleil, notre consommation d'énergie, c'est plus l'hiver pour le chauffage, etc. Alors que l'été, déjà, il fait jour beaucoup plus longtemps, on utilise moins les lampes pour s'éclairer, etc. Et donc, on a moins besoin d'électricité là où on en a le plus qui est généré par les panneaux solaires. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment la bonne solution d'investir sur des panneaux solaires sur tous les toits, étant donné notre climat? Tu sais très bien qu'à Genève, en hiver, avec cette couverture nuageuse, il n'y a pas beaucoup d'ensoleillement et donc la production d'électricité à travers ces panneaux photovoltaïques serait énormément réduite. C'est d'ailleurs très différent par rapport au Pakistan, par exemple, où tu as souvent voyagé, où en été il fait très chaud, c'est toujours ensoleillé, les climatisateurs sont à fond, et aussi où il y a de l'instabilité dans le... comment dire, pour fournir l'électricité, il y a souvent des coupures, etc. Et là, on peut dire que ça vaut beaucoup plus la peine pour ceux qui peuvent se le permettre d'installer des panneaux solaires et d'en bénéficier. Pour notre maison, j'avais fait faire une étude, et donc c'est 8 à 10 ans quand même pour rentabiliser les panneaux solaires avec un coût de plusieurs dizaines de milliers de francs. Donc, oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé.
Mais du coup, dans tout ça, l'islam, il nous enseigne quoi? Alors l'islam, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il nous encourage fortement euh, à, euh, à une utilisation responsable des ressources. Euh, le gaspillage est considéré comme quelque chose de mauvais. Et le prophète a dit, la terre est une mosquée pour vous. Donc c'est une responsabilité spirituelle aussi de protéger la terre, de protéger l'environnement. Et aussi dans le Coran, Dieu a mentionné que dans la création, il a établi la balance. Et puis le Coran, il nous dit que afin que vous ne transgressiez pas dans la balance. Donc autrement dit, Dieu a créé un équilibre dans la création et notre rôle est de le préserver. Mais vouloir aller trop vite sans tenir compte de la réalité, comme je te l'ai expliqué, ça peut rompre cet équilibre. Ok. Et du coup, tu recommandes quoi pour cette votation? Donc, pour cette votation, même si les panneaux solaires, c'est une excellente ressource, et pour ceux qui peuvent se le permettre, c'est une très bonne chose de les installer. Mais comme je l'ai expliqué, il y a des limites techniques, telles que le stockage, et puis le fait que ça ne produit pas de l'électricité pendant les mois d'hiver, on en a besoin le plus. Et donc pour ces raisons, moi je recommanderais de ne pas voter pour cette initiative. Pour les raisons que j'ai déjà évoquées, ce n'est pas la meilleure solution pour le climat qu'on a ici. Ça met énormément de restrictions sur les gens qui vont devoir encore emprunter de l'argent, en tout cas pour les propriétaires individuels. Et ce serait mieux de, par exemple, de profiter du SIG qui donne déjà la possibilité de s'alimenter en énergie renouvelable. Et si, par exemple, on mettait plus d'efforts pour que le SIG nous fournisse plus avec de l'énergie renouvelable, c'est quelque chose qui profiterait à tout le monde, en fait. Donc, peut-être c'est mieux de cibler la source de notre énergie qui est fournie par le SIG, plutôt que d'essayer de mettre des panneaux solaires sur tous les toits. Ok. Et donc, pour répondre à ta question, parce qu'ici aussi, il y a l'initiative et le contre-projet. Donc moi, je recommanderais de voter non à l'initiative, mais oui au contre-projet, parce que le contre-projet, en fait, justement, lui, il cible les grands consommateurs et prévoit des aides aussi et respecte mieux l'équilibre entre l'écologie et la justice sociale. Et de nouveau, vu qu'il y a une initiative et un contre-projet, il y a aussi une question subsidiaire pour savoir si les deux sont acceptés, lequel on choisirait. Donc dans ce cas-là, on voterait pour le contre-projet. C'est ce que je recommanderais, oui. Ok. Donc si on passe maintenant à l'objet numéro 7, c'est un sujet qui est un peu technique, mais qui est très important pour la démocratie. C'est le nombre de signatures nécessaires pour lancer un référendum dans une commune. Est-ce que tu peux nous expliquer? Avec plaisir, Medra. Alors, donc, on parle de l'objet de votation numéro 7. Et aujourd'hui, dans les communes de Genève, si des citoyens veulent s'opposer à une décision du conseil municipal, comme par exemple une nouvelle construction ou un budget, ils peuvent lancer un référendum. Et c'est quelque chose qui est assez unique avec le modèle de démocratie suisse et qui est quelque chose qu'on devrait tous apprécier et valoriser. Le fait qu'en récoltant des signatures, n'importe quelle décision qui est prise par nos autorités, on peut les challenger en quelque sorte et demander au peuple de voter dessus pour prendre la décision. Mais pour cela, bien sûr, il faut récolter un certain nombre de signatures et cela varie selon la taille de la commune. Donc, cet objet numéro 7, ce qu'il a comme but, c'est de réduire le nombre de signatures
afin de faciliter justement l'appel au référendum. Donc, par exemple, dans les grandes communes, actuellement, on doit récolter des signatures de 8% des électeurs et ça passerait à 4%, donc de moitié. Et dans les plus petites communes, on passerait de 20% à 10%, donc 2 fois moins de signatures à récolter. Ben, ça a l'air super cool, ça a l'air de donner plus de pouvoir aux citoyens. Mais du coup, pourquoi certaines personnes seraient contre? Alors oui, c'est vrai qu'en théorie, ça rend les référendums plus accessibles, mais certains craignent qu'on en abuse. Si lancer un référendum devient trop facile, ça peut bloquer des projets nécessaires ou ralentir des décisions importantes pour la commune. Et on risque aussi d'avoir plus de conflits locaux, parfois pour des raisons très émotionnelles ou idéologiques. Cela peut affaiblir en fait la stabilité et l'autorité des élus locaux qui sont pourtant élus démocratiquement. Et qu'est-ce qu'on peut en dire du point de vue islamique ou religieux? Alors, l'islam valorise la consultation, on appelle ça la shura, et la participation de la communauté. Donc le référendum, c'est une manière aussi d'implémenter ce concept de shura. Mais l'islam insiste aussi sur la sagesse et la stabilité et le respect des responsables, donc des personnes qui sont élus dans des positions de responsabilité et d'autorité. Le prophète disait, celui qui appelle à la division parmi les gens n'est pas des nôtres. Donc si les mécanismes de consultation sont trop faciles à activer, on risque de perturber cet ordre, parfois même pour des motifs personnels. Et donc il faut un équilibre entre l'expression populaire, la consultation et la préservation de l'intérêt commun et le respect des autorités que, je le rappelle, ont été élues démocratiquement. Mais du coup, t'en penses quoi? Faudrait plutôt accepter ou refuser cette réforme? Alors la décision est difficile, mais personnellement, je pense qu'il faut être prudent. Réduire de moitié les seuils sans avoir constaté que les seuils actuels posaient problème. Je n'ai jamais entendu parler d'un référendum qui n'a pas abouti à cause de manque de signatures sur des sujets et des thématiques importantes. Donc ça peut poser un problème et c'est risqué de réduire tout d'un coup de moitié le seuil des signatures. Et on pourrait assister à une multiplication des référendums et de blocages. Ça pourrait même décourager le processus démocratique parce que déjà, certaines personnes se plaignent qu'il y a trop de votations dans l'année, il y a trop de sujets, ça demande quand même du temps, comme on peut le constater, de passer à travers ces objets, de les comprendre, d'arriver à une décision. Et donc pour ces raisons, moi je recommanderais quand même de voter non à cette modification constitutionnelle. Ok, merci pour cette réponse. C'est vrai que la démocratie, c'est pas juste dire non facilement, c'est aussi savoir faire confiance et travailler ensemble. Exactement. Participer, c'est aussi respecter les institutions. Ok. Passons maintenant à l'objectif 8, qui est l'avant-dernier objectif. C'est une réforme sur la manière d'élire les juges à Genève. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer à ce sujet? Alors, bien sûr, Mina, je vais parler brièvement. Donc, l'objet numéro 8, c'est actuellement, les juges sont élus de manière partielle. Seulement quand un poste devient vacant, c'est à ce moment-là qu'on va élire en fait son remplaçant. Cette réforme propose que tous les juges du pouvoir judiciaire soient élus ensemble lors d'élections générales tous les 6 ans. Ce serait une élection, si tu veux, en bloc de tous les magistrats, un peu comme pour le Parlement ou le gouvernement. Ok, mais du coup, pourquoi on propose ce changement? Qu'est-ce qui ne va pas avec le système actuel? Alors,
L'idée est de renforcer la visibilité démocratique du pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, les gens votent rarement pour un juge par-ci, un juge par-là. C'est peu lisible et c'est peu suivi aussi. En regroupant toutes les élections, on espère donner plus de poids à cette fonction essentielle de l'État. Mais cela pose aussi des questions. Quel genre de questions? Alors, premièrement, on risque de politiser encore plus la justice. Les partis pourraient faire des listes complètes de candidats avec une logique de majorité, comme pour le Parlement, et on pourrait perdre une certaine indépendance du pouvoir judiciaire. Deuxièmement, il y a le risque de perte de compétences. Si toute une génération de juges part ou n'est pas réélue d'un coup, on perd leur expérience aussi. Ok, et si on regarde ça avec notre foi, que nous dit l'islam sur la justice? Alors, de nouveau, ce n'est pas que l'islam, mais c'est vraiment, à ma connaissance, toutes les religions, et c'est aussi le système judiciaire est quelque chose de très très important dans toutes les démocraties, en tout cas à ma connaissance. Mais l'islam y apporte énormément d'importance à la justice, et le Coran dit d'ailleurs: soyez fermes dans la justice, témoins pour Allah, même contre vous-même. Mais pour garantir cette justice, il faut des juges compétents, justes, indépendants. C'est très important, l'indépendance du système judiciaire, et aussi une certaine constance dans le système judiciaire. Donc trop de changements, moi ce que je crains, c'est que trop de changements ou une influence excessive de la politique peuvent nuire à l'équité et à la sérénité du système. Mais du coup, toi, tu serais plutôt pour ou contre cette réforme? Alors de nouveau, c'est un choix difficile. J'ai pas mal réfléchi, mais en finalité, je pense, moi je recommanderais de voter non à cette réforme. Oui, il faut que les citoyens aient confiance dans leurs juges, mais les élire tous en même temps comme un paquet politique, ça peut affaiblir leur indépendance. Le système actuel, même s'il est discret, protège mieux l'équilibre, à mon avis. Il serait mieux de le réformer avec prudence et pas d'un coup. Merci pour cette réponse. Donc, on arrive bientôt à la fin avec l'objet numéro 9, le dernier objet. Il s'agit d'un projet pour créer une commission spéciale qui surveillerait les juges. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, ce que propose cette modification constitutionnelle, c'est la création d'un organe de surveillance indépendant pour les magistrats, c'est-à-dire pour les juges. Alors aujourd'hui, il existe déjà une commission interne à la magistrature pour traiter les problèmes. Mais cette réforme veut externaliser cette fonction. Donc ce serait une commission nommée par le Parlement qui surveillerait le comportement, l'éthique et le fonctionnement des juges. Mais pourquoi ce changement? Il y a déjà eu, il y a eu beaucoup d'abus? Non, pas vraiment, pas d'abus graves, en tout cas pas à ma connaissance. Mais certains estiment que le système actuel manque de transparence ou de crédibilité aux yeux du public. Donc l'idée, c'est de renforcer la confiance des citoyens en créant un organe qui est plus neutre, en tout cas c'est l'objectif. Mais il y a des risques à ce changement. Bah justement, les risques, ça serait quoi? Que ça soit mal utilisé? Exactement. Si les juges doivent être surveillés par un organe externe nommé par des politiciens, leur indépendance, de nouveau on revient à l'indépendance, pourrait être affaiblie. Certaines craignent que cela devienne un outil politique ou que des juges soient intimidés par peur d'être surveillés. Et il faut un équilibre entre responsabilité et protection contre l'ingérence. Ok. Et dans la tradition islamique ou dans les religions en général, comment on voit ce genre de choses? Alors, je peux parler en particulier de l'islam. Okay. Le juge, qu'on appelle le qadi, est une figure noble
mais l'islam reconnaît que c'est aussi une figure qui est très exposée. Le prophète disait d'ailleurs qu'il y a 3 types de juges qui existeront. 2 iront en enfer et un seul au paradis. Celui qui juge avec justice, lui, il ira au paradis. Donc la responsabilité du juge est très grande, il ne faut surtout pas la sous-estimer. Mais l'islam insiste aussi sur la non-ingérence injustifiée dans la fonction judiciaire. La justice doit être protégée contre les pressions. Donc toute réforme dans ce domaine doit être faite avec prudence, sagesse et consultation approfondie. Et du coup, tu penses qu'on devrait plutôt accepter ou refuser cette réforme? Alors, de tous les objets qu'on a vus aujourd'hui, j'avoue que c'est celui où j'ai eu le plus de peine à arriver à une décision, mais je recommanderais de voter non à cet objet. Parce que justement, pas parce que je suis contre la transparence ou que l'islam soit contre la transparence, bien au contraire, mais parce que ça pourrait affaiblir l'indépendance des juges. C'est ça qui m'inquiète le plus. Ben, merci. C'est vrai que la justice est un pilier fondamental et il ne faut pas le fragiliser avec des réformes précipitées. Exactement. Et l'islam nous enseigne de réfléchir avant d'agir, surtout quand il s'agit d'équité et d'équilibre institutionnel. Ben voilà, du coup, on est arrivé à la fin. Merci beaucoup, c'était super intéressant d'en discuter avec toi et puis j'espère que ça vous aide à prendre vos décisions et n'oubliez pas de voter avant le 18 mai. Merci à toi, Medras. J'ai eu énormément de plaisir de discuter de tout ça pour une fois dans un podcast. J'espère qu'on répétera l'expérience. On a toujours discuté autour de la table en privé, mais comme ça, on peut aussi partager nos points de vue. Et puis juste, donc pour résumer, je vais passer par les objets un par un, juste comme rappel. Donc objet numéro 1, acceptez-vous l'initiative populaire JV-JPay, donc c'est pour les impôts communaux, où on paye dans la commune où on habite. Donc on avait dit non pour l'objet numéro 1, mais oui pour le contre-projet, qui est l'objet numéro 2. Et bien sûr, l'objet numéro 3, la question subsidiaire. Donc, si l'initiative passe et que le contre-projet passe aussi, lequel on préfère, évidemment, ce serait le contre-projet pour l'objet numéro 3. Donc, l'objet numéro 4, acceptez-vous l'initiative populaire 191 pour une transition rapide vers le solaire à Genève? Donc, encore une fois, l'énergie solaire et tout ce qui est énergie renouvelable, c'est très important. Mais cette initiative n'est peut-être pas adaptée pour le climat qu'on a à Genève et impose trop de restrictions. Et donc, on recommande de voter non, mais on recommande de voter oui pour l'objet numéro 5, qui est le contre-projet. Et encore une fois, pour la question subsidiaire, bien sûr, on choisirait le contre-projet si l'initiative et le contre-projet passent tous les deux. Nous, on préfère le contre-projet. Objet numéro 7, acceptez-vous la loi constitutionnelle modifiant la Constitution de la République et canton de Genève? Nombre de signatures en matière communale. Donc, c'était de réduire le nombre de signatures de moitié. On a dit que c'était trop et puis le risque c'est que ça pourrait mener à des abus. Surtout qu'on ne connaît pas vraiment de cas où la récolte de signatures a empêché un référendum d'aboutir. Objet numéro 8, élection donc des juges. Et donc là aussi, notre recommandation, c'est de voter non. Et objet numéro 9, la surveillance des magistrats du pouvoir judiciaire. Et donc là aussi, nous recommandons de voter non. Merci beaucoup. Merci à tous et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.